Figé devant cette scène impossible, un chaton de lynx roux sauvage blotti contre un berger allemand endormi, Emma sentit les larmes lui monter aux yeux en comprenant que ce petit prédateur, censé craindre tout ce qui était humain, avait trouvé dans cette connexion interdite sa seule raison de survivre après le massacre de sa famille. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de commenter depuis quelle partie du monde tu nous regardes. Allons-y. Au cœur des montagnes rocheuses canadiennes, où les vastes forêts de pins s'étendent à perte de vue et où le silence n'est brisé que par le murmure du vent, la vie sauvage suit son cours immuable depuis des millénaires. C'est dans ce cadre majestueux mais impitoyable qu'une histoire extraordinaire a commencé à s'écrire, une histoire qui défierait les lois de la nature et toucherait le cœur de tous ceux qui en seraient témoins. Un matin de fin avril, alors que les dernières neiges persistaient dans les zones ombragées et que le printemps tentait timidement de s'imposer, Emma Tremblay effectuait sa patrouille habituelle. À 32 ans, cette garde forestière passionnée connaissait chaque sentier, chaque ruisseau, chaque particularité de ce territoire qu'elle surveillait depuis maintenant 7 ans. Sa silhouette élancée, vêtue de l'uniforme vert des gardes du parc national de Banff, se déplaçait avec l'aisance de ceux qui ont fait de la nature leur second foyer. Ce jour-là, Emma n'était pas seule. Max, son fidèle berger allemand de 5 ans, trottait à ses côtés. Ce n'était pas un chien ordinaire. Ancien chien de secours à la retraite anticipée suite à une blessure à la patte arrière, Max avait conservé de son entraînement un calme à toute épreuve et un instinct affûté qui faisait de lui un compagnon précieux pour les longues patrouilles dans ces étendues sauvages. « Qu'est-ce que tu as, mon grand ?» demanda Emma en remarquant que Max s'était soudainement immobilisé, les oreilles dressées et le corps tendu. Le berger allemand fixait intensément un point entre les arbres, émettant un léger gémissement inhabituel. Emma suivit son regard mais ne distingua rien d'anormal dans la forêt dense qui les entourait. Elle connaissait suffisamment son compagnon pour savoir qu'il ne réagissait jamais sans raison. Quelque chose ou quelqu'un se trouvait là, dissimulé dans l'ombre des conifères. « Allons voir », murmura-t-elle en dégrafant par précaution l'étui de son pistolet tranquillisant. Max la devança, s'engageant prudemment entre les arbres, s'arrêtant régulièrement pour humer l'air et écouter. Emma le suivait, tous ses sens en alerte. À mesure qu'il s'enfonçait dans la forêt, le terrain devenait plus accidenté, parsemé de rochers et de troncs tombés. La garde forestière repéra soudain des traces de sang sur la mousse. Pas beaucoup, mais suffisamment pour confirmer ses soupçons. Un animal blessé se trouvait dans les parages. C'est alors qu'elle l'entendit, un faible miaulement, presque imperceptible, mais indéniablement celui d'un félin en détresse. Max était figé à nouveau, fixant l'entrée d'une petite cavité naturelle formée sous un amas de rochers. Emma s'approcha avec précaution, faisant signe à Max de rester en retrait. S'agenouillant devant l'ouverture, elle alluma sa lampe torche et dirigea le faisceau dans l'obscurité. 2 petits yeux brillants lui renvoyèrent la lumière. Il lui fallut quelques secondes pour distinguer la forme recroquevillée au fond de l'abri de fortune, un minuscule chaton de lynx roux, tremblant de peur ou de froid, peut-être les deux. « Mon Dieu !» souffla Emma, surprise par cette découverte. Le bébé lynx ne devait pas avoir plus de quelques semaines. Son pelage tacheté caractéristique était souillé de boue, et Emma remarqua immédiatement que l'une de ses pattes avant semblait blessée. Mais ce qui la frappa plus encore fut l'absence de la mère. Un chaton de cet âge ne devrait jamais être seul. « Où est ta maman, petit ?» murmura-t-elle, sachant pertinemment qu'une femelle lynx roux n'abandonnerait jamais son petit à moins d'y être contrainte par la plus terrible des circonstances. Emma balaya les alentours du regard, cherchant des indices. Elle ne tarda pas à les trouver. Des traces de lutte à une vingtaine de mètres de là, du sang en plus grande quantité et des empreintes qu'elle identifia immédiatement comme celles d'un coyote, probablement plusieurs.
L'histoire se dessinait avec une clarté tragique, une attaque, une mère défendant son petit jusqu'au sacrifice ultime, et un orphelin miraculé qui avait trouvé refuge dans cette cachette. La garde forestière se trouvait face à un dilemme. Le protocole était clair, minimiser l'intervention humaine dans le cycle naturel de la vie sauvage. Mais laisser ce chaton sans défense reviendrait à le condamner à une mort certaine. Et quelque chose dans ses yeux apeurés qui la fixaient depuis l'obscurité touchait Emma au plus profond d'elle-même. « Je ne peux pas te laisser ici », décida-t-elle finalement. Avec des gestes lents et précautionneux, Emma retira sa veste et l'utilisa comme une sorte de panier improvisé. Parlée d'une voix douce et rassurante, elle tendit la main vers le chaton. À sa grande surprise, celui-ci ne tenta pas de la griffer ou de la mordre. Il semblait trop affaibli, peut-être déshydraté et affamé depuis la disparition de sa mère. Délicatement, elle souleva la petite créature et la déposa dans le nid de fortune créé par sa veste. Le chaton émit un faible miaulement mais ne résista pas. « Max, viens !» appela-t-elle son chien qui était resté à distance, obéissant à l'ordre précédent. Le berger allemand s'approcha prudemment, reniflant avec curiosité le petit paquet que tenait sa maîtresse. Emma observa attentivement sa réaction, prête à éloigner le chaton si nécessaire. Mais Max se contenta de renifler doucement avant de lécher une fois le museau du bébé lynx comme pour le rassurer. « Bon garçon », le félicita Emma, soulagée par cette réaction pacifique. Le trajet de retour vers le poste de garde forestier fut plus rapide, Emma marchant d'un pas déterminé, le précieux fardeau serré contre sa poitrine. Elle sentait les battements rapides du cœur du chaton à travers l'épaisseur de sa veste, comme un rappel de la fragilité de la vie qu'elle tenait entre ses mains. Au poste, son collègue Marc Dubois leva un sourcil surpris en la voyant entrer avec son inhabituel protégé. « Un orphelin » demanda-t-il simplement. « Oui, la mère a dû être tuée par des coyotes. Il est blessé à la patte et probablement déshydraté. » Marc, un vétéran de la conservation âgé d'une 50aine d'années, s'approcha pour examiner le chaton. Son visage buriné par les années passées en extérieur se plissa de concentration. « Une femelle », corrigea-t-il après un rapide examen, « environ 6 semaines, et tu as raison pour la déshydratation. La blessure à la patte ne semble pas trop grave, heureusement. » Emma installa le chaton sur une couverture propre dans un coin tranquille du poste, tandis que Marc préparait un mélange nutritif adapté aux besoins d'un félin sauvage de cet âge. Max s'était couché non loin, observant la scène avec une curiosité tranquille. « Tu sais ce que dit le règlement ?» commença Marc en tendant à Emma une seringue sans aiguille remplie du mélange. « Je sais, soupira-t-elle. Mais regarde-la, Marc, elle n'aurait aucune chance seule dans la nature. » Le garde plus âgé hocha la tête, compréhensif. « Je ne dis pas le contraire, mais le centre de réhabilitation de Calgary est plein en ce moment. Ils ne pourront pas la prendre avant plusieurs jours, peut-être une semaine. » Emma administra patiemment le liquide nutritif au chaton qui, après une hésitation initiale, se mit à téter avidement l'embout de la seringue. « Je m'en occuperai jusqu'à ce qu'il y ait une place, » décida-t-elle. « Je prendrai mes congés s'il le faut. » Marc sourit, pas vraiment surpris par cette réponse. Emma avait toujours eu un faible pour les causes perdues. « Elle aura besoin d'un nom, cette petite rescapée, » dit-il en regardant le chaton qui, rassasié, commençait à somnoler. Emma réfléchit un instant, observant les marques distinctives sur le pelage du bébé lynx, notamment une tache en forme de flamme sur son flanc droit. « Luna », décida-t-elle. « Elle s'appellera Luna. » Ce soir-là, Emma rentra chez elle avec un passager supplémentaire. Son petit chalet en bois, situé à la lisière de la forêt et mis à disposition par le service des parcs nationaux, allait accueillir un invité inattendu. Luna avait été installée dans une caisse de transport rembourrée de couvertures douces, avec une bouillotte enveloppée pour reproduire la chaleur maternelle. Tandis qu'Emma préparait son dîner, Max restait assis près de la caisse comme monté en faction.
De temps à autre, il jetait un coup d'œil à l'intérieur, comme pour s'assurer que la petite créature allait bien. « Tu t'es trouvé une nouvelle amie, on dirait », plaisanta Emma en servant la pâtée dans la gamelle de son fidèle compagnon. Mais Max, d'habitude si gourmand, ne se précipita pas sur sa nourriture. Il resta près de Luna, attentif aux moindres sons provenant de la caisse. Ce comportement inhabituel intrigua Emma, qui se demanda si l'instinct de protection du berger allemand, autrefois dressé pour le sauvetage, ne s'était pas éveillé face à cette créature vulnérable. Ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'est que cette nuit marquerait le début d'une relation extraordinaire qui allait défier toutes les lois de la nature et changer à jamais sa perception du monde animal. Le lendemain matin, Emma fut réveillée par un son étrange, un mélange de ronronnements et de légers miaulements qui semblaient provenir de sa chambre. Encore engourdie par le sommeil, elle se redressa sur son lit et ce qu'elle vit la laissa stupéfaite. Max, qui dormait habituellement sur son tapis au pied du lit, avait manifestement ouvert la caisse de transport pendant la nuit. Luna, le chaton de lynx roux, était blotti contre son ventre, profondément endormi, tandis que le berger allemand formait un cercle protecteur autour d'elle. « Max », murmura Emma, partagée entre l'émerveillement et l'inquiétude. Les oreilles du chien se dressèrent à l'appel de son nom, mais il ne bougea pas, visiblement soucieux de ne pas déranger le petit félin. Il se contenta de regarder sa maîtresse avec ce qui ressemblait à de la fierté dans ses yeux bruns. Emma savait qu'elle aurait dû replacer immédiatement Luna dans sa caisse. Un animal sauvage, même jeune, ne devait pas développer d'attachement aux animaux domestiques s'il était destiné à retourner dans la nature. Pourtant, quelque chose dans cette scène improbable la retint. La petite orpheline avait besoin de chaleur, de réconfort, d'un substitut maternel. Et Max semblait s'être spontanément attribué ce rôle. Juste pour cette fois, céda-t-elle en se levant doucement pour ne pas les déranger. Mais ce n'était que le début. Au cours des jours suivants, une routine étonnante s'installa dans le petit chalet. Emma s'occupait de nourrir Luna avec le mélange nutritif fourni par le vétérinaire du parc, qui était passé examiner le chaton. La blessure à la patte guérissait bien et la petite femelle reprenait des forces à vue d'œil. Cependant, contrairement à ce que la garde forestière avait anticipé, Luna n'exprimait aucune agressivité ou crainte envers les humains ou envers Max, bien au contraire. Chaque nuit, malgré les tentatives d'Emma pour maintenir Luna dans sa caisse, Max trouvait un moyen de l'en sortir, et chaque matin la garde forestière les retrouvait lovés l'un contre l'autre. Plus surprenant encore, pendant la journée, lorsqu'Emma travaillait à son bureau ou vaquait à ses tâches ménagères, Max et Luna étaient inséparables. Le grand chien supportait avec une patience infinie les assauts joueurs du chaton, qui le considérait visiblement comme un immense terrain de jeu. « Ce n'est pas normal », confia Emma à Marc lors d'une de ses visites pour apporter de nouvelles fournitures. Max a toujours été tolérant avec les autres animaux, mais là, c'est différent. On dirait qu'il s'est vraiment pris pour son parent adoptif. Marc observa la scène qui se déroulait sur le tapis du salon. Luna, de plus en plus agile malgré sa patte encore fragile, bondissait sur le dos de Max, qui faisait semblant d'être surpris avant de la renverser délicatement d'un coup de museau. « J'ai déjà vu des chiens adopter des chatons domestiques, » admit-il, « mais un lynx roux, c'est une première. » Une semaine passa, puis deux. Le centre de réhabilitation de Calgary était toujours saturé, repoussant le transfert de Luna. Secrètement, Emma n'était pas mécontente de ce délai qui lui permettait d'observer cette relation extraordinaire. Elle avait commencé à documenter méticuleusement les interactions entre les deux animaux, prenant des notes détaillées et des photos, persuadée que ce cas inhabituel pourrait intéresser les biologistes spécialisés dans le comportement animal. Un soir, alors qu'Emma rentrait d'une longue patrouille, elle trouva Max allongé sur son tapis, profondément endormi. Luna était lovée contre son cou,
ses petites pattes enroulées autour de l'oreille du chien. Mais ce qui frappa Emma, c'est que Max semblait faire un rêve agité. Ses pattes tressaillaient légèrement, comme s'il courait dans son sommeil, et de petits gémissements s'échappaient de sa gorge. Pourtant, malgré cette agitation, Luna ne bougea pas d'un poil, restant fermement accrochée à son protecteur. C'est à ce moment précis qu'Emma comprit que quelque chose de vraiment exceptionnel se passait sous son toit. Ce n'était pas simplement un chien tolérant un bébé félin par instinct de protection, c'était une véritable connexion émotionnelle qui s'était établie entre ces deux êtres que tout aurait dû séparer dans la nature. « Qu'est-ce que je vais faire de vous deux ?» murmura-t-elle en s'asseyant près d'eux, caressant doucement la tête de Max, qui s'éveilla lentement. Luna ouvrit également ses yeux, désormais d'un magnifique jaune-vert, et fixa Emma avec une intensité troublante pour un si jeune animal. La garde forestière eut l'étrange sensation que le chaton comprenait parfaitement la situation dans laquelle ils se trouvaient tous. Le lendemain matin, Emma reçut enfin l'appel qu'elle attendait et redoutait à la fois. Le centre de réhabilitation pouvait accueillir Luna dès le jour suivant. C'était la procédure normale, la seule voie raisonnable pour donner à ce bébé lynx sauvage une chance de retourner un jour dans son habitat naturel. Pourtant, en raccrochant, Emma sentit une boule se former dans sa gorge. « C'est pour son bien », se répéta-t-elle en observant Max et Luna qui jouaient dans le jardin clôturé derrière le chalet. Le chien avait développé un jeu particulier avec sa protégée. Il faisait mine de ne pas la voir tandis qu'elle se faufilait dans l'herbe haute, pratiquant instinctivement l'art de la chasse à l'affût propre aux félins. Puis, au dernier moment, juste avant que Luna ne bondisse, il se retournait et la surprenait, provoquant des miaulements indignés qui ressemblaient presque à des éclats de rire. Comment Luna pourrait-elle jamais chasser de vrais animaux après avoir passé ses semaines à jouer ainsi? Comment pourrait-elle considérer les humains comme une menace après avoir connu la gentillesse d'Emma? Et surtout, comment réagirait Max lorsque sa petite compagne disparaîtrait de sa vie? Ces questions tourmentaient Emma alors qu'elle préparait la caisse de transport pour le voyage du lendemain. Perdue dans ses pensées, elle n'entendit pas immédiatement la sonnerie de son téléphone. C'était le docteur Peterson, le vétérinaire en chef du centre de réhabilitation. « Emma, je viens de recevoir votre rapport et vos photos. Cette situation entre le lynx et votre chien, c'est fascinant. N'est-ce pas ? Je n'ai jamais rien vu de tel, confirma Emma. Justement, c'est pourquoi j'aimerais vous proposer quelque chose de différent. Nous avons un nouveau programme expérimental ici, en partenariat avec l'université. Il s'agit d'étudier les comportements d'adaptation des prédateurs sauvages orphelins et les facteurs qui influencent leur capacité à réintégrer leur habitat naturel. Emma écoutait attentivement, sentant un mélange d'espoir et d'appréhension monter en elle. Votre cas est unique. Au lieu de séparer immédiatement ces deux animaux, nous aimerions documenter leur relation pendant encore quelques semaines, sous supervision scientifique bien sûr. Cela pourrait nous apporter des données précieuses. Vous voulez dire que Luna resterait ici, avec Max et moi? Provisoirement, oui. Nous enverrions régulièrement un biologiste pour observer et documenter leurs interactions. Bien entendu, l'objectif final reste la réintroduction de Luna dans la nature, mais cette phase intermédiaire pourrait être extrêmement instructive. Emma accepta immédiatement la proposition, à la fois soulagée de ne pas avoir à séparer Luna et Max dès le lendemain, et enthousiaste à l'idée de contribuer à la recherche scientifique. Le docteur Catherine Wong, primatologue reconvertie dans l'étude des relations interspécifiques, arriva 3 jours plus tard. C'était une femme d'origine asiatique d'une 50aine d'années, aux manières douces mais au regard perçant qui ne manquait aucun détail. « Extraordinaire !» murmura-t-elle après avoir observé Max et Luna pendant seulement quelques minutes. Leur communication non verbale est d'une complexité. On dirait qu'ils ont développé leur propre langage. En effet,
Emma avait remarqué que Max et Luna semblaient se comprendre parfaitement sans émettre le moindre son. Un simple regard du chien suffisait à calmer Luna lorsqu'elle devenait trop turbulente, et le chaton avait une façon particulière de toucher la patte de Max avec sa tête lorsqu'elle voulait jouer. Ce que je trouve le plus fascinant, poursuivit le docteur Wong en prenant des notes, c'est que ni l'un ni l'autre ne semble avoir renoncé à sa nature profonde. Votre chien reste un chien, avec ses comportements canins typiques, et ce bébé lynx développe tous les comportements de chasse et d'exploration normaux pour son espèce. Ils n'essaient pas de s'imiter mutuellement, ils ont simplement trouvé un terrain d'entente. Cette observation résonnait avec ce qu'Emma avait elle-même constaté. Luna restait un prédateur en devenir, malgré sa tendresse envers Max. Ses instincts sauvages étaient intacts, ce qui était crucial si elle devait un jour retourner dans la forêt. Et voilà qui est encore plus remarquable, ajouta Catherine en pointant du doigt Max, qui venait de s'allonger pour une sieste au soleil. Luna s'approcha du chien endormi et après l'avoir reniflé pour s'assurer qu'il dormait vraiment, elle se blottit contre son flanc, calant sa respiration sur celle de son grand protecteur. Mais au lieu de s'endormir également, elle resta vigilante, ses oreilles pivotant pour capter le moindre bruit, ses yeux scrutant les alentours. « Elle monte la garde », souffla Emma, étonnée par cette inversion des rôles. « Exactement », confirma Catherine avec un sourire fasciné. « Elle protège son protecteur. C'est une forme de réciprocité rarement observée entre espèces différentes, surtout entre un prédateur sauvage et un animal domestique. » Cette nuit-là, après le départ de Catherine qui reviendrait régulièrement dans les semaines à venir, Emma resta longtemps éveillée, regardant Max et Luna endormis sur le tapis. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander ce que l'avenir réservait à cet étrange duo, et comment se terminerait cette histoire extraordinaire qui avait commencé par un sauvetage fortuit dans la forêt. Les semaines passèrent, et le chalet d'Emma devint un véritable laboratoire à ciel ouvert. Le docteur Wong avait installé des caméras discrètes dans les principales pièces pour documenter les interactions entre Max et Luna, 24 heures sur 24. L'équipe de recherche qui analysait les enregistrements était stupéfaite par la complexité de la relation qui s'était développée entre le chien et le lynx. Luna avait maintenant près de 3 mois et sa croissance était remarquable. Sa patte blessée était complètement guérie, et sa fourrure tachetée avait pris un éclat magnifique, témoignant de sa bonne santé. Son poids avait triplé, et ses mouvements étaient devenus plus assurés, plus félins. Pourtant, malgré ces changements physiques qui la transformaient peu à peu en prédateur, son comportement avec Max restait empreint d'une tendresse déconcertante. « Nous assistons à quelque chose d'unique », expliqua Catherine lors d'une réunion avec ses collègues et Emma. Luna développe une double personnalité, si je puis dire. Avec Max, elle est joueuse, affectueuse, presque comme un chat domestique. Mais quand nous avons introduit les proies vivantes dans le jardin clôturé, son comportement de chasse était parfaitement naturel, efficace, silencieux, létal. En effet, suivant le protocole de réhabilitation, l'équipe avait commencé à proposer à Luna des souris et d'autres petites proies vivantes pour stimuler ses instincts de chasse. À la surprise générale, Max ne s'interposait jamais dans ces moments, comme s'il comprenait l'importance de ces exercices pour le développement de sa protégée. « C'est comme s'il était conscient de sa responsabilité », observa Emma. « Il la laisse être un lynx quand elle doit l'être. » Un matin de juillet, alors que l'été battait son plein dans les montagnes, un incident vint bouleverser la routine paisible qui s'était installée. Emma avait emmené Max et Luna dans une zone isolée de la forêt, suffisamment éloignée des sentiers touristiques pour permettre au jeune lynx d'explorer son environnement naturel en toute sécurité. Ces excursions, soigneusement planifiées avec l'équipe scientifique, faisaient partie du programme de préparation à la réintroduction. Luna s'était éloignée de quelques mètres, attirée par un mouvement dans les buissons, probablement un petit rongeur. Max la surveillait à distance comme à son habitude, tandis qu'Emma prenait des notes sur son comportement. Soudain,
un grondement sourd brisa le calme de la forêt. Max se raidit immédiatement, le poil hérissé, fixant un point entre les arbres qu'Emma ne distinguait pas encore. Puis elle le vit, un coyote adulte, probablement attiré par la présence du jeune lynx qu'il percevait comme une proie facile. Il s'approchait lentement de Luna qui, concentrée sur sa chasse, ne l'avait pas encore repéré. Avant qu'Emma n'ait pu réagir, Max s'élança dans un sprint fulgurant, se plaçant d'un bond entre le coyote et Luna. Son attitude n'avait plus rien du chien domestique affectueux. Il était transformé en défenseur féroce, croc découvert, émettant un grognement d'avertissement qui ne laissait aucun doute sur ses intentions. Le coyote hésita, évaluant cette nouvelle menace inattendue. Luna, alertée par la réaction de Max, avait abandonné sa chasse et s'était précipitée, non pas vers Emma pour chercher protection, comme on aurait pu s'y attendre, mais aux côtés de Max, le dos arqué, crachant et feulant malgré sa petite taille. Ce spectacle extraordinaire, un chien et un jeune lynx faisant front commun contre un prédateur, sembla décontenancer le coyote qui, après quelques secondes de tension extrême, choisit la prudence et battit en retraite, disparaissant entre les arbres aussi silencieusement qu'il était apparu. « Mon Dieu !» souffla Emma, le cœur battant, tandis que Max et Luna restaient en alerte, scrutant les alentours pour s'assurer que la menace s'était bien éloignée. Cet incident fut abondamment discuté lors de la réunion d'équipe suivante. Les scientifiques étaient particulièrement intrigués par la réaction de Luna. Un jeune lynx normal aurait dû fuir vers un arbre, expliqua le docteur Jensen, spécialiste des félins sauvages qui avait rejoint l'équipe. Le fait qu'elle ait choisi de rester aux côtés de Max, plutôt que de chercher sa propre sécurité, montre un niveau d'attachement, je dirais presque d'altruisme, qui défie nos connaissances actuelles sur le comportement des félins sauvages. Est-ce que cela compromet ses chances de réintégrer la nature ? Demanda Emma, exprimant la préoccupation qui la hantait depuis le début. Le silence qui suivit sa question fut éloquent. Personne n'avait de réponse définitive. Cette situation était sans précédent. Nous devrons peut-être envisager un programme de réintroduction plus progressif, suggéra finalement Catherine. Une période de transition plus longue dans un environnement semi-contrôlé. Mais l'incident avec le coyote avait également soulevé une autre question troublante, celle de la séparation inévitable entre Max et Luna. Comment le chien réagirait-il lorsque sa protégée serait finalement relâchée? Et Luna pourrait-elle s'adapter à une vie solitaire après avoir connu une telle complicité? Cette nuit-là, après avoir partagé ses préoccupations avec Catherine, Emma observa Max et Luna endormis sur le tapis. Comme souvent ces derniers temps, c'était Luna qui s'était levée protectivement autour de la tête de Max, ses sens en alerte même dans son sommeil léger. La garde forestière ne put s'empêcher de se demander si, en sauvant la vie de ce chaton, elle n'avait pas créé une situation impossible à résoudre sans souffrance. Le lendemain, un coup de téléphone inattendu vint ajouter une nouvelle dimension à cette histoire déjà complexe. C'était le directeur du parc national, Robert Matthews. « Emma, j'ai reçu des rapports fascinants de l'équipe scientifique concernant votre situation particulière. » commença-t-il, choisissant soigneusement ses mots. « Oui, monsieur, » répondit-elle, soudain inquiète. Allait-il mettre fin au projet? Je dois vous informer que ces rapports ont attiré l'attention au-delà de nos frontières. La BBC Natural History Unit nous a contactés. Ils souhaitent inclure l'histoire de Max et Luna dans leur nouvelle série documentaire sur les relations interspécifiques inhabituelles. Emma resta sans voix un instant. Une équipe de tournage internationale? L'histoire de Max et Luna diffusée dans le monde entier? Bien sûr, la décision vous appartient, poursuivit Robert. Mais cela pourrait être une opportunité extraordinaire de sensibiliser le public à la complexité du monde animal et à notre travail de conservation. Après avoir consulté Catherine et le reste de l'équipe,
Emma accepta la proposition, à condition que le bien-être de Max et Luna reste la priorité absolue et que le tournage n'interfère pas avec le programme de réhabilitation. 2 semaines plus tard, l'équipe de la BBC arriva au chalet dirigé par Eliza Thornton, une réalisatrice renommée pour ses documentaires animaliers. À la surprise d'Emma, Eliza se révéla être une personne discrète et respectueuse, plus préoccupée par l'authenticité de son travail que par les effets dramatiques. « Nous ne voulons pas créer un conte de fées », expliqua-t-elle lors de leur première rencontre. « Nous voulons documenter cette relation extraordinaire telle qu'elle est, avec toutes ses implications scientifiques et émotionnelles. » Les premières sessions de tournage se déroulèrent sans incident, l'équipe utilisant des caméras à distance et des objectifs puissants pour ne pas perturber les interactions naturelles entre Max et Luna. Cette dernière, désormais âgée de 4 mois, montrait une curiosité prudente envers ces nouveaux humains, mais restait principalement concentrée sur Max et leurs jeux habituels. Un soir, alors que les caméras avaient été rangées et que l'équipe était partie, Emma remarqua que Max semblait inhabituellement agité. Il tournait en rond dans le salon, s'arrêtant parfois pour regarder fixement la porte, puis reprenait sa ronde nerveuse. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon grand ?» demanda Emma, inquiète par ce comportement atypique. Luna, perchée sur le rebord de la fenêtre où elle aimait observer les oiseaux, descendit d'un bond souple et rejoignit Max, frottant sa tête contre la patte du chien comme pour le rassurer. Mais pour une fois, ce geste affectueux ne sembla pas apaiser le berger allemand. Emma sortit sur la véranda pour scruter les alentours, pensant qu'un animal sauvage rôdait peut-être près du chalet. Le soleil se couchait, teintant le ciel de nuances orangées et pourpres, mais rien ne semblait anormal dans le paysage paisible qui s'étendait devant elle. Pourtant, lorsqu'elle rentra, Max était maintenant posté devant la fenêtre, le regard fixé sur la ligne d'arbres à la lisière de la forêt, émettant un grognement sourd. Luna avait adopté une posture similaire, son petit corps tendu, les oreilles dressées, tous ses sens en alerte. Emma sentit un frisson parcourir son échine. Les animaux percevaient quelque chose qu'elle ne pouvait ni voir ni entendre, mais leur réaction concordante indiquait que ce n'était pas une fausse alarme. Elle attrapa ses jumelles et balaya lentement la zone que fixaient Max et Luna. Au début, elle ne vit rien d'inhabituel. Puis, dans la lumière déclinante, elle distingua une silhouette qui se déplaçait furtivement entre les arbres, trop grande pour être un coyote, trop agile pour être un ours. Son cœur manqua un battement lorsqu'elle comprit ce qu'elle observait. C'était un puma adulte, l'un des prédateurs les plus redoutables des Rocheuses canadiennes, et il semblait se diriger droit vers le chalet. Emma réagit rapidement, son entraînement de garde forestière prenant le dessus sur la peur qui lui nouait l'estomac. Elle verrouilla la porte d'entrée, ferma tous les volets et attrapa son téléphone satellite pour alerter ses collègues. Puis elle saisit son fusil tranquillisant dans l'armoire sécurisée, une précaution qu'elle n'avait jamais eu besoin d'utiliser jusqu'à présent. « Max, Luna, venez ici », ordonna-t-elle d'une voix ferme mais calme. À sa grande surprise, Max obéit immédiatement, s'éloignant de la fenêtre pour la rejoindre. Luna, en revanche, restait figée devant la vitre, son regard verrouillé sur la forêt, le corps tendu comme un arc. « Luna, viens », répéta Emma, plus doucement cette fois. Le jeune lynx l'ignora complètement, émettant un feulement bas qui fit dresser les poils sur la nuque d'Emma. Ce n'était pas un son de peur, mais plutôt un avertissement territorial, un son qu'Emma n'avait jamais entendu Luna produire auparavant. Max retourna auprès de Luna, se positionnant à ses côtés dans une posture de vigilance partagée. Emma comprit alors qu'il ne réagissait pas simplement à une menace. Ils défendaient leur territoire. Le chalet était devenu leur tanière commune et ils étaient prêts à la protéger. Marc répondit rapidement à son appel, promettant d'arriver avec des renforts dans moins de 30 minutes. Entre-temps, Emma devait surveiller la situation sans intervenir, à moins que le puma ne tente activement d'entrer dans le chalet.
Les pumas évitent généralement les habitations humaines, la rassura Mark. Il est probablement juste curieux ou de passage. Mais Emma n'était pas convaincue. Le comportement du félin, tel qu'elle l'avait observé à travers ses jumelles, semblait délibéré, presque calculé. Et maintenant, il avait disparu de son champ de vision, ce qui était encore plus inquiétant. Les minutes s'écoulèrent avec une lenteur exaspérante. Max et Luna restaient en alerte, leur corps tendu trahissant la présence continue du danger invisible. Emma se demandait si le puma les avait sentis, si l'odeur d'un autre félin, même jeune, avait éveillé sa curiosité ou son agressivité territoriale. Un craquement soudain sur la véranda fit sursauter Emma. Une ombre massive passa devant la fenêtre. Le puma s'était approché jusqu'à la maison elle-même, rôdant silencieusement autour du chalet comme pour en évaluer les accès. Luna réagit instantanément, bondissant sur le rebord de la fenêtre avec une agilité stupéfiante et frappant violemment la vitre de sa patte, toute griffe dehors, émettant un cri perçant qui semblait disproportionné par rapport à sa taille. De l'autre côté de la vitre, le puma s'immobilisa, ses yeux jaunes se fixant sur la petite silhouette de Luna. Emma retint son souffle, fascinée malgré elle par cette confrontation surréaliste entre un prédateur adulte et un jeune lynx protégé uniquement par une mince vitre. Le puma resta immobile pendant plusieurs secondes, comme hypnotisé par l'audace de ce petit félin, puis, dans un mouvement fluide, il sauta sur la rambarde de la véranda et disparut du champ de vision d'Emma. Luna continua de surveiller la fenêtre, refusant de quitter son poste même lorsque Max, apparemment satisfait que la menace immédiate se soit éloignée, revint s'asseoir près d'Emma. 20 minutes plus tard, Mark arriva avec 2 autres gardes forestiers. Après avoir soigneusement inspecté les alentours du chalet, ils confirmèrent que le puma s'était éloigné, laissant uniquement des empreintes dans la terre meuble comme preuve de sa visite. « C'est un mâle adulte », constata Mark en examinant les traces. « Probablement celui que nous avons repéré près du lac Moraine la semaine dernière. »« Pourquoi viendrait-il si près d'une habitation ?» demanda Emma, toujours secouée par l'incident. Mark haussa les épaules. « Difficile à dire. La curiosité, peut-être. Ou... » Il laissa sa phrase en suspens, jetant un regard significatif vers Luna qui avait finalement quitté son poste d'observation pour rejoindre Max. « Tu penses qu'il a senti Luna ?» compléta Emma, verbalisant ce qu'elle redoutait. « C'est possible. Les félins ont un odorat très développé. Si le vent portait dans la bonne direction... » Cette possibilité troublante plana dans l'air comme un nuage d'orage. Si le puma avait effectivement été attiré par la présence de Luna, cela soulevait de sérieuses questions de sécurité pour l'avenir. « Je vais poster un garde près du chalet cette nuit, par précaution, » décida Mark. « Et demain, nous installerons des pièges photographiques autour de la propriété pour surveiller ses mouvements. » Après le départ de Mark et de l'un des gardes, Emma se retrouva seule avec Max, Luna et Ben, le jeune garde forestier chargé de la surveillance nocturne. L'adrénaline retombant, elle ressentit soudain une fatigue écrasante. « Vous devriez vous reposer », suggéra gentiment Ben. « Je reste éveillé et je vous promets de vous appeler au moindre signe suspect. » Emma acquiesça avec gratitude et se retira dans sa chambre, laissant la porte entr'ouverte pour que Max puisse entrer et sortir à sa guise. À sa grande surprise, le berger allemand choisit de rester dans le salon avec Luna, comme s'ils montaient tous deux la garde. Le lendemain matin, l'équipe de la BBC arriva comme prévu, ignorant tout de l'incident de la nuit. Emma hésita à leur en parler, craignant que cette information ne soit dramatisée dans leur documentaire. Mais Elisa, avec son instinct de réalisatrice, perçut immédiatement que quelque chose s'était produit. « Vous semblez tendu », observa-t-elle pendant qu'ils préparèrent le matériel pour la journée de tournage. « Et Max et Luna sont particulièrement vigilants aujourd'hui. » Emma soupira, reconnaissant la perspicacité de la réalisatrice. « Nous avons eu un visiteur hier soir.
Un puma s'est approché du chalet. Les yeux d'Elisa s'écarquillèrent. Un puma? Et comment ont réagi nos deux stars? Emma lui raconta brièvement l'incident, y compris la réaction extraordinaire de Luna face au prédateur. « C'est remarquable », murmura Elisa, son esprit professionnel déjà en train d'imaginer comment intégrer cet élément dans son documentaire. Cela montre un niveau de territorialité que l'on n'attendrait pas d'un si jeune animal, et certainement pas en faveur d'un habitat humain. Le docteur Wong pense que c'est lié à la présence de Max, expliqua Emma. Luna ne défend pas tant le chalet que son compagnon canin. Pour elle, Max et sa famille, son clan. Cette interprétation fit naître une expression pensive sur le visage d'Elisa. La notion de famille transcendant les barrières des espèces. C'est un angle fascinant. L'équipe scientifique, alertée de l'incident, modifia légèrement le programme de la journée. Au lieu de filmer une séance d'exploration en forêt comme prévu initialement, ils décidèrent de se concentrer sur les interactions entre Max et Luna dans l'environnement sécurisé du jardin clôturé. Catherine arriva en milieu de matinée, visiblement préoccupée. « J'ai analysé les vidéos de surveillance d'hier soir », annonça-t-elle à Emma. Le comportement de Luna était extraordinaire, bien au-delà de ce que nous aurions pu prévoir. « En quoi exactement ?» demanda Emma. « Les lynx roux, même adultes, évitent généralement les confrontations avec les pumas. Ce sont des prédateurs plus petits qui préfèrent battre en retraite face à un danger de cette ampleur. Le fait que Luna ait choisi l'affrontement plutôt que la fuite. » Elle laissa sa phrase en suspens, secouant la tête avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. « Est-ce que cela remet en question sa capacité à être réintroduite dans la nature ?» demanda Emma, revenant à la préoccupation qui ne la quittait jamais. Catherine prit un moment avant de répondre, choisissant soigneusement ses mots. « Je dirais plutôt que cela nous oblige à repenser entièrement notre approche de la réintroduction. Luna développe des comportements qui n'ont jamais été documentés chez un lynx sauvage. Elle crée ses propres règles, en quelque sorte. » Pendant qu'elle discutait, l'équipe de tournage capturait des images de Max et Luna jouant dans le jardin. Leur jeu du jour avait évolué. Max semblait maintenant encourager Luna à grimper aux arbres, restant assis au pied d'un pin tandis que le jeune lynx bondissait de branche en branche avec une agilité croissante. « Il l'entraîne », observa Catherine avec étonnement. « Regardez comment il aboie doucement quand elle atteint une nouvelle hauteur, comme pour la féliciter. » Emma observa la scène avec un mélange de fierté et de mélancolie. Max aidait Luna à développer les compétences dont elle aurait besoin dans la nature, comme s'il comprenait que leur temps ensemble était limité. « Avons-nous le droit de les séparer ?» murmura Emma, posant la question qui la hantait depuis des semaines. Catherine posa une main compatissante sur son épaule. « C'est la question à $1 million, n'est-ce pas? Dans la nature, cette relation n'aurait jamais existé, mais maintenant qu'elle existe... » Le reste de la journée se déroula sans incident, l'équipe de tournage capturant des moments précieux de complicité entre Max et Luna. Mais l'atmosphère avait changé. La visite du puma avait rappelé à tous la réalité brutale du monde sauvage qui attendait Luna et la complexité croissante de la situation dans laquelle il s'était engagé. Ce soir-là, alors que l'équipe de la BBC avait quitté les lieux et que le calme était revenu dans le chalet, Emma remarqua quelque chose d'inhabituel. Max, contrairement à son habitude, ne s'était pas installé sur son tapis pour dormir. Au lieu de cela, il restait assis près de la porte d'entrée, parfaitement immobile, comme s'il montait la garde. Luna, quant à elle, s'était perchée sur le dossier du canapé, sa position offrant une vue parfaite sur les fenêtres principales. Ses oreilles pivotaient régulièrement, captant des sons qu'Emma ne pouvait percevoir. Le message était clair, ils sentaient que le puma reviendrait. Et cette fois, ils étaient prêts à l'attendre. Cette nuit-là, l'intuition de Max et Luna se révéla exacte. Peu après minuit, les détecteurs de mouvement installés autour du chalet se déclenchèrent silencieusement,
envoyant une alerte sur le téléphone d'Emma. Sur l'écran de son ordinateur, relié aux caméras extérieures, elle distingua clairement la silhouette élancée du puma qui se déplaçait avec une grâce hypnotique le long de la lisière de la forêt. « Ben », chuchota-t-elle au garde qui somnolait dans le fauteuil, « il est revenu. » Le jeune homme se redressa immédiatement, saisissant ses jumelles à vision nocturne. « Je le vois », confirma-t-il à voix basse. « Il semble encore plus déterminé cette fois. » En effet, contrairement à sa visite précédente où il avait semblé principalement curieux, le puma adoptait maintenant une démarche de prédateur en chasse, corps bas, mouvement calculé, regard fixé sur le chalet. Il s'approchait méthodiquement, utilisant chaque ombre, chaque buisson comme couverture. Max et Luna avaient repris leur poste, le berger allemand près de la porte, le jeune lynx perché sur son point d'observation. Mais cette fois, Emma remarqua quelque chose de différent dans leur comportement. Au lieu de s'agiter ou de montrer des signes d'anxiété, ils restaient parfaitement calmes, comme s'ils exécutaient un plan préétabli. « Je n'ai jamais vu Max aussi concentré », murmura-t-elle à Ben. « On dirait presque qu'il... » Elle s'interrompit, stupéfaite par ce qui se passait. Max s'était levé silencieusement et dirigé vers la fenêtre de la cuisine, à l'opposé de l'endroit où le puma s'approchait. Luna, après avoir échangé ce qui ressemblait à un regard entendu avec le chien, bondit de son perchoir et se positionna devant la fenêtre du salon, exactement comme la veille. Ils se répartissent les zones à surveiller, souffla Ben aussi étonné qu'Emma, comme une équipe de défense coordonnée. Le puma avait maintenant atteint la véranda. Contrairement à sa visite précédente, il ne tournait pas autour du chalet, mais se dirigeait directement vers la fenêtre du salon, précisément là où Luna l'attendait. Ce n'était plus de la curiosité qui guidait le grand félin, mais une détermination inquiétante. « Il est venu pour elle », réalisa Emma avec un frisson d'effroi. Il a identifié Luna comme une intruse sur son territoire. Ben dégaina lentement son arme tranquillisante. « Si je dois tirer, ce sera à travers la fenêtre entr'ouverte de la cuisine. Préparez-vous à ouvrir légèrement le volet quand je vous ferai signe. » Emma acquiesça, le cœur battant à tout rompre. Mais avant qu'ils ne puissent mettre leur plan à exécution, la situation prit une tournure inattendue. Au moment précis où le puma se dressa contre la fenêtre du salon, ses yeux jaunes fixés sur Luna qui se tenait de l'autre côté de la vitre, Max émit un aboiement puissant, non pas depuis son poste près de la porte, mais depuis l'extérieur du chalet. « Mon Dieu !» haleta Emma. « Il est sorti !» La porte de la cuisine. Elle se précipita vers la cuisine, suivie par Ben, pour découvrir que la porte moustiquaire, qu'elle était pourtant certaine d'avoir verrouillée, était entr'ouverte. D'une manière ou d'une autre, Max avait réussi à l'ouvrir et s'était faufilé dehors pendant qu'ils étaient concentrés sur les écrans de surveillance. À travers la fenêtre de la cuisine, ils aperçurent le berger allemand qui se tenait dans le jardin, son corps massif clairement visible dans la lumière de la lune. Il aboya à nouveau, attirant délibérément l'attention du puma loin de la fenêtre où se trouvait Luna. La stratégie fonctionna. Le grand félin abandonna immédiatement son intérêt pour Luna et se tourna vers ce nouveau défi, plus accessible. Mais au lieu de charger Max ou de tenter de l'intimider, le puma sembla désorienté par l'audace du chien. Il s'immobilisa, évaluant cette menace inattendue. C'est alors que Luna entra en action. Avec une agilité stupéfiante, elle bondit du rebord de la fenêtre du salon vers la porte de la cuisine, se faufilant comme une flèche entre les jambes d'Emma et de Ben avant qu'ils ne puissent réagir. « Luna, non !» cria Emma, horrifiée de voir le jeune lynx courir droit vers le danger. Mais ce qui se produisit ensuite défia toute logique. Au lieu d'attaquer ou de fuir, Luna et Max se positionnèrent côte à côte, formant un front uni face au puma. Max, les crocs découverts, émettait un grondement bas et continu. Luna, dont la taille ne représentait qu'un quart de celle du puma adulte, se tenait parfaitement droite, le dos arqué, la queue gonflée,
émettant un feulement strident qui semblait amplifier celui de Max. Le puma recula d'un pas, visiblement décontenancé par cette alliance contre nature. L'espace d'un instant, les trois animaux formèrent un tableau figé dans la lumière lunaire, une image surréaliste qui semblait défier les lois fondamentales de la nature. Ben avait positionné son fusil tranquillisant, prêt à tirer, mais Emma posa une main sur son bras. « Attendez !» murmura-t-elle, incapable de détacher ses yeux de la scène extraordinaire qui se déroulait devant eux. Le puma fit un mouvement vers la gauche, comme pour contourner l'étrange duo. Immédiatement, Max et Luna se déplacèrent en parfaite synchronisation pour lui bloquer le passage. Le puma tenta alors une approche par la droite, avec le même résultat. Ce ballet silencieux se poursuivit pendant plusieurs minutes tendues, le grand prédateur testant différentes approches, toujours contré par les mouvements coordonnés de Max et Luna. Finalement, comme s'il avait conclu que cette proie particulière demandait plus d'efforts qu'elle n'en valait la peine, le puma émit un dernier grognement frustré avant de se retourner avec une grâce fluide et de disparaître dans l'obscurité de la forêt. Max et Luna restèrent en position de vigilance pendant plusieurs minutes après son départ, jusqu'à ce qu'Emma, incapable de contenir son angoisse plus longtemps, sorte prudemment sur la véranda. « Max, Luna, venez » appela-t-elle doucement. À sa grande surprise, les deux animaux obéirent immédiatement, trottant vers elle comme s'ils revenaient d'une simple promenade nocturne et non d'une confrontation potentiellement mortelle avec l'un des prédateurs les plus dangereux d'Amérique du Nord. Une fois à l'intérieur, le chalet solidement verrouillé, Emma s'effondra sur le canapé, les jambes tremblantes de l'adrénaline qui refluait. Ben, tout aussi secoué, contactait déjà Marc pour l'informer de l'incident. « Je n'ai jamais rien vu de tel », répétait-il, incrédule. « Ils ont agi comme une unité tactique parfaitement entraînée. » Emma observait Max et Luna qui s'étaient installés sur le tapis, se toilettant mutuellement comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit. Ce n'était plus seulement de l'affection ou de la protection qu'elle voyait dans leur relation, c'était une véritable symbiose, une complémentarité qui transcendait les barrières des espèces. L'incident de cette nuit changea radicalement la trajectoire du projet. Lors d'une réunion d'urgence convoquée le lendemain, l'équipe scientifique dut reconnaître que la situation avait évolué bien au-delà de leurs prévisions initiales. Ce que nous avons observé cette nuit remet en question nos connaissances sur les capacités cognitives et sociales des félins sauvages, déclara Catherine, encore visiblement émue après avoir visionné les enregistrements des caméras de surveillance. Luna n'a pas simplement formé un attachement émotionnel à Max, elle a développé avec lui un système de communication et de coopération d'une complexité sans précédent. « Et la réintroduction ?» demanda Emma, posant la question qui pesait sur tous les esprits. Le docteur Jensen prit la parole, son visage habituellement impassible trahissant une rare émotion. « Je dois admettre que mes certitudes ont été ébranlées. Je pensais que nous pourrions suivre un protocole standard adapté, mais ce que nous voyons ici... » Il s'interrompit, cherchant ses mots. Luna n'est plus simplement un lynx roux orphelin en réhabilitation. Elle est devenue quelque chose d'autre. Quelque chose que nous ne comprenons pas encore pleinement. Mais elle reste un animal sauvage, intervint Marc, exprimant la position officielle du service des parcs. Notre mission est de préserver la faune dans son état naturel. Est-ce vraiment le cas ? Contra Catherine avec une passion inhabituelle. Luna n'aurait pas survécu sans notre intervention. Sa relation avec Max est le résultat direct de nos actions. Nous avons créé cette situation unique. Nous avons maintenant la responsabilité d'y trouver une solution qui respecte ce lien extraordinaire, pas de l'ignorer au nom d'un protocole standardisé. Le débat se poursuivit pendant des heures, chacun défendant sa vision de ce qui constituerait le meilleur avenir pour Luna. Pendant ce temps, ignorant les délibérations qui décideraient de son destin, le jeune lynx continuait de grandir et de s'épanouir aux côtés de son improbable mentor canin,
Et dans les semaines qui suivirent, alors que Luna atteignait ses 5 mois et que sa transformation de chaton maladroit en prédateur agile s'accélérait, une chose devint évidente pour tous ceux qui observaient cette histoire extraordinaire. Quel que soit le plan qu'il concevrait pour son avenir, il devrait prendre en compte une vérité incontournable. Max et Luna avaient créé leur propre définition de ce qu'était une famille, et cette définition transcendait toutes les règles de la nature. L'automne s'installa sur les Rocheuses canadiennes, transformant les forêts en une symphonie de rouges et d'or. Luna avait maintenant 6 mois, et sa métamorphose était stupéfiante. Le petit chaton fragile s'était transformé en un magnifique jeune lynx, sa fourrure tachetée plus dense et plus riche, ses pattes plus puissantes, ses mouvements empreints d'une grâce féline indéniable. Physiquement, elle ressemblait en tout point à ses congénères sauvages. Mais son comportement continuait de défier toutes les attentes. Le documentaire de la BBC, intitulé « Liens inattendus, l'extraordinaire amitié de Max et Luna », avait diffusé son premier épisode, déclenchant une vague d'intérêt international sans précédent. Le chalet d'Emma était devenu le centre d'un véritable phénomène médiatique, attirant l'attention de scientifiques, de journalistes et de passionnés de nature du monde entier. « Je ne m'attendais pas à un tel engouement », confia Emma à Catherine alors qu'elle triait l'avalanche de courriers et d'emails reçus depuis la diffusion. Il y a même une pétition en ligne avec plus de 200 000 signatures demandant que Max et Luna ne soient jamais séparés. Catherine sourit, mais son expression resta préoccupée. L'attention médiatique est à double tranchant. Elle nous offre une plateforme inespérée pour sensibiliser le public aux questions de conservation, mais elle complique aussi considérablement notre prise de décision. En effet, chaque option envisagée pour l'avenir de Luna semblait désormais soumise au tribunal de l'opinion publique. L'équipe scientifique avait élaboré 3 scénarios possibles, chacun présentant ses propres défis et dilemmes éthiques. Le premier scénario, défendu principalement par Marc et une partie des responsables du parc national, restait fidèle à l'objectif initial: préparer Luna à une réintroduction complète dans la nature. Cela impliquerait une séparation progressive mais définitive d'avec Max, un transfert vers un centre spécialisé plus isolé et finalement la liberté. C'est ce que nous ferions pour n'importe quel lynx roux en réhabilitation, argumentait Marc. Luna reste un animal sauvage, génétiquement programmé pour une vie solitaire dans la forêt. Le deuxième scénario, soutenu par Catherine et une partie croissante de l'équipe scientifique, proposait une approche hybride inédite. Permettre à Luna de vivre dans une vaste réserve naturelle semi-contrôlée où elle pourrait développer son indépendance tout en maintenant un contact limité avec Max et Emma. Nous devons reconnaître que Luna a développé une socialisation unique qui la distingue fondamentalement d'un lynx ordinaire, expliquait Catherine. Forcer une séparation complète serait non seulement traumatisant pour elle, mais pourrait compromettre sa capacité à s'adapter. Le troisième scénario, qui gagnait en popularité auprès du public mais divisait profondément les experts, était de reconnaître Luna comme un cas exceptionnel qui ne pourrait jamais être complètement réintégré dans la nature. Dans cette optique, elle resterait avec Max et Emma, devenant une ambassadrice des lynx roux et un sujet d'étude à long terme sur les relations interspécifiques. Ce serait trahir notre mission de conservation, s'opposait fermement Marc à cette idée. Nous ne pouvons pas transformer un prédateur sauvage en animal de compagnie ou en attraction touristique, quelle que soit la situation exceptionnelle. Un matin de fin octobre, alors que ces débats faisaient rage, Emma observait Max et Luna depuis la véranda. Le temps s'était considérablement rafraîchi et la première neige n'était plus très loin. Le jardin clôturé, qui avait servi de terrain de jeu et d'entraînement pendant des mois, semblait soudain trop petit pour l'énergie débordante de Luna. Le jeune lynx explorait méthodiquement le périmètre, s'arrêtant parfois pour humer l'air chargé d'odeurs automnales.
Emma remarqua que ces périodes d'observation de la forêt au-delà de la clôture devenaient plus longues, plus intenses. Était-ce l'appel de la nature qui commençait à résonner en elle, ou simplement la curiosité naturelle d'une jeune prédatrice en pleine croissance? Elle regarde de plus en plus souvent vers la forêt, nota Catherine qui avait rejoint Emma sur la véranda, une tasse de café fumant entre les mains. « Je sais », soupira Emma. Max l'a remarqué aussi. Regardez comment il la surveille maintenant. En effet, le comportement de Max avait subtilement changé ces dernières semaines. Il laissait Luna explorer plus librement, intervenant moins dans ses jeux, comme s'il comprenait que sa protégée devait développer son indépendance. Pourtant, il ne la quittait jamais des yeux, surtout lorsqu'elle s'approchait des limites du jardin. « Il sait ce qui s'en vient, n'est-ce pas ?» murmura Emma, une boule dans la gorge. Catherine ne répondit pas immédiatement, observant la dynamique silencieuse entre les deux animaux. Les chiens ont une intelligence émotionnelle remarquable. Je pense qu'à un certain niveau, Max comprend que Luna n'est pas comme lui, qu'elle appartient aussi à un autre monde. Cette réflexion fut interrompue par l'arrivée d'une voiture officielle du service des parcs. Robert Matthews, le directeur, en descendit, accompagné d'une femme qu'Emma ne connaissait pas. « Bonjour Emma, Dr Wong », salua Robert avec une cordialité professionnelle. « Je vous présente le Dr Sofia Alvarez, de l'Institut de recherche sur la faune de Yellowstone. Elle s'intéresse particulièrement à votre situation. » La femme, une biologiste d'une quarantaine d'années au regard vif et à la poignée de main ferme, ne perdit pas de temps en formalités. « J'ai suivi votre cas depuis le début, » expliqua-t-elle après les présentations. « Et je crois avoir une proposition qui pourrait résoudre votre dilemme. » À l'intérieur du chalet, devant une carte déployée sur la table, le docteur Alvarez exposa son idée. Un nouveau programme expérimental à la frontière entre le Canada et les États-Unis, une zone protégée de plusieurs milliers d'hectares où des prédateurs ayant eu des interactions prolongées avec les humains pouvaient être étudiés dans un environnement naturel mais sécurisé. Ce n'est ni une réserve traditionnelle, ni un sanctuaire, précisa-t-elle. C'est un écosystème complet mais surveillé, où nous pouvons suivre les animaux sans interférer directement avec eux, sauf en cas d'urgence. Emma et Catherine échangèrent un regard prudent mais intéressé. « Et comment Luna s'intégrerait-elle dans ce programme ?» demanda Emma. « Voilà le point crucial, » répondit Sofia, ses yeux s'animant d'enthousiasme. « Notre approche reconnaît que certains animaux, comme Luna, ont développé des connexions qui ne peuvent pas être simplement effacées. Nous ne cherchons pas à déprogrammer ces animaux, mais à les aider à intégrer ces expériences dans leur vie sauvage. Concrètement, cela signifie, insista Catherine. Concrètement, cela signifie que Luna serait progressivement introduite dans cette zone, où elle pourrait explorer et développer son indépendance, mais avec la possibilité de maintenir un certain contact avec Max et vous, Emma, du moins dans la phase initiale. Robert, qui était resté silencieux jusque-là, intervint. Cette approche représente un compromis que je peux soutenir officiellement. Elle respecte la nature sauvage de Luna, tout en reconnaissant les circonstances uniques de son développement. La proposition du docteur Alvarez semblait offrir une voie médiane entre les options extrêmes qui s'affrontaient depuis des semaines. Mais avant qu'Emma ne puisse exprimer son opinion, un aboiement urgent de Max attira leur attention vers le jardin. À travers la fenêtre, ils virent Luna perchée au sommet de la clôture, en équilibre parfait, regardant fixement vers la forêt. Max se tenait en dessous, non pas pour la dissuader de sauter comme Emma l'aurait cru, mais dans une posture d'attente vigilante. « Elle est prête à franchir cette barrière », observa Sofia. « Voyez comment elle évalue la distance, comment elle étudie le terrain au-delà. Ses instincts s'affirment. Mais elle hésite, nota Emma. Elle regarde Max comme si elle attendait son approbation. » Catherine s'approcha de la fenêtre, fascinée par ce moment charnière.
Ce n'est pas seulement de l'approbation qu'elle cherche, c'est une forme de permission, peut-être même de réassurance. Elle veut explorer, mais elle ne veut pas rompre le lien. Ils observèrent en silence ce tableau saisissant. Luna, suspendue entre deux mondes, et Max, patient, présent, semblant comprendre parfaitement le dilemme de sa protégée. « Votre proposition tombe à point nommé, docteur Alvarez, » dit finalement Emma, sans quitter des yeux les deux animaux. « Je crois que Luna nous montre elle-même la voie à suivre. » À cet instant précis, comme pour confirmer ses paroles, Luna sauta gracieusement de la clôture, non pas vers l'extérieur comme ils l'avaient tous anticipé, mais vers l'intérieur, atterrissant légèrement à côté de Max. Elle frotta sa tête contre le flanc du chien, puis reprit sa position d'observation sur la clôture. Le message était limpide. Elle était prête à explorer l'inconnu, mais pas encore prête à abandonner ce qui était devenu sa famille. Les semaines suivantes furent consacrées à la préparation méticuleuse du transfert de Luna vers le programme expérimental du docteur Alvarez. Une équipe multidisciplinaire fut constituée, comprenant des biologistes, des vétérinaires, des spécialistes du comportement animal et même un ingénieur en environnement chargé de concevoir un espace de transition adapté aux besoins spécifiques de Luna. Emma participait activement à toutes les réunions, veillant à ce que le bien-être de Luna reste la priorité absolue. Mais au milieu de cette effervescence scientifique et logistique, une question continuait de la tourmenter, une question qu'elle finit par poser directement au docteur Alvarez lors d'une promenade matinale autour du chalet. Et Max, quel sera exactement son rôle dans tout cela? Sophia ralentit le pas, choisissant soigneusement ses mots. C'est une question cruciale, Emma. Dans un protocole traditionnel, nous exclurions complètement Max de l'équation pour éviter que Luna ne reste dépendante d'un animal domestique. Emma sentit son cœur se serrer. Mais ce cas est sans précédent, poursuivit Sophia. Notre hypothèse de travail est que Max pourrait jouer un rôle de pont entre les deux mondes de Luna, celui des humains et celui de la nature sauvage. Il ne s'agirait pas d'une présence permanente, mais d'une transition graduelle. Elles s'arrêtèrent près de la clôture du jardin, observant Max et Luna qui exploraient les environs toujours en tandem. Luna, désormais presque adulte dans sa morphologie, surpassait encore Max en agilité et en vitesse, mais le chien compensait par son expérience et sa connaissance du terrain. « Regardez-les » murmura Sophia. Ils ne sont plus dans une relation de protecteur et de protégé. Ils sont devenus des partenaires, presque des égaux. Emma devait reconnaître la justesse de cette observation. La dynamique entre Max et Luna avait subtilement évolué. Le chien ne surveillait plus constamment le lynx comme un parent anxieux, il interagissait avec elle comme un compagnon de chasse, un alter ego. Notre plan, continua le docteur Alvarez, serait de les introduire ensemble dans la zone de transition, puis de permettre à Luna d'explorer progressivement des territoires plus éloignés, tout en gardant la possibilité de revenir vers Max, qui resterait dans un secteur défini avec vous. « Et si elle ne revient pas ?» osa demander Emma, verbalisant sa plus grande crainte. Le regard de Sophia s'adoucit. « Alors ce sera son choix. Notre objectif n'est pas de forcer Luna à devenir ce que nous voulons qu'elle soit, mais de lui donner les outils pour qu'elle puisse découvrir sa propre voie. » Cette philosophie résonnait profondément en Emma. N'était-ce pas, après tout, ce que tout parent souhaitait pour son enfant? La capacité de faire ses propres choix, même si cela signifiait parfois s'éloigner. Le site choisi pour le programme se trouvait dans une vallée protégée à la frontière entre l'Alberta et la Colombie-Britannique, à environ 3 heures de route du chalet d'Emma. C'était un territoire idéal pour un lynx roux, forêt dense, petits cours d'eau, abondance de proies potentielles comme les lièvres et les écureuils, et surtout, absence de grands prédateurs comme les pumas ou les ours, qui avaient été relocalisés dans d'autres secteurs du parc. Au centre de cette zone, l'équipe avait aménagé ce qu'ils appelaient le hub,
Une cabane modeste mais fonctionnelle, équipée de technologies de surveillance avancées et entourée d'un périmètre sécurisé d'environ 2 hectares. C'est là que Luna et Max seraient initialement installés, avec Emma et une équipe réduite de chercheurs. Pensez-y comme à un noyau duquel Luna pourra rayonner, expliqua Catherine lors de la visite préliminaire du site. Au début, elle explorera uniquement le périmètre sécurisé, puis, progressivement, nous ouvrirons des passages vers la forêt environnante, d'abord pendant de courtes périodes supervisées, puis de plus en plus librement. Le jour du transfert arriva plus vite qu'Emma ne l'aurait souhaité. Une fine couche de neige recouvrait maintenant le sol, annonçant l'hiver imminent. Luna, qui n'avait jamais connu cette saison, regardait avec fascination les flocons qui tourbillonnaient dans l'air, tentant parfois de les attraper de sa patte comme le ferait un chaton domestique. « Elle est prête », affirma Catherine, après un dernier examen vétérinaire. Physiquement, elle est en parfaite santé, musculature développée, griffes et dents en excellent état, pelage adapté au froid qui s'installe. Et ses instincts de chasse sont pleinement fonctionnels, comme nous l'avons observé lors des derniers tests. En effet, Luna avait démontré une efficacité remarquable lors des exercices de chasse, capturant des proies vivantes avec une précision qui n'avait rien à envier à celle d'un lynx roux élevé dans la nature. Mais contrairement à ses congénères sauvages, elle revenait systématiquement partager ses prises avec Max, non pas pour qu'il les mange, mais comme une sorte d'offrande rituelle, de démonstration de ses compétences. C'est un comportement fascinant, avait commenté le docteur Jensen. On observe quelque chose de similaire chez les félins domestiques qui rapportent des proies à leurs propriétaires, mais voir ce schéma reproduit entre un lynx sauvage et un chien. Le matin du départ, Emma termina de charger les derniers équipements dans son 4x4. Max, sentant que quelque chose d'important se préparait, restait inhabituellement proche d'elle, comme pour la rassurer par sa présence. Luna, en revanche, semblait plus agitée que d'habitude. Elle parcourait le jardin de long en large, s'arrêtant parfois pour observer intensément la forêt au-delà de la clôture, puis revenait vers la maison comme tiraillée entre 2 appels contradictoires. « C'est normal », la rassura Catherine, qui supervisait les derniers préparatifs. Elle sent le changement dans l'air. Les félins sont extrêmement sensibles aux modifications de leur environnement. L'équipe avait opté pour un transport en cage séparé pour Luna, considérant que c'était l'option la moins stressante pour elle. Max voyagerait dans l'habitacle avec Emma, mais au moment de faire entrer Luna dans sa cage de transport, un incident inattendu se produisit. La jeune lynx, habituellement coopérative, refusa catégoriquement d'entrer dans la cage, malgré les encouragements d'Emma et la présence rassurante de Max. Elle s'écarta, émettant un miaulement de détresse qui transperça le cœur d'Emma. « Elle a peur », murmura Emma, se sentant soudain coupable de ce bouleversement dans la vie de Luna. Catherine s'approcha lentement, observant le comportement du lynx avec attention. Ce n'est pas exactement de la peur, c'est plus complexe. Regardez comment elle se place constamment entre Max et la cage. En effet, Luna semblait moins préoccupée par la cage elle-même que par l'idée d'être séparée de Max pendant le voyage. Chaque fois que l'équipe tentait une nouvelle approche, elle se repositionnait, formant une barrière protectrice entre le chien et la cage, comme si elle craignait qu'il ne soit emmené loin d'elle. « Je crois qu'elle pense que nous allons prendre Max et la laisser derrière », suggéra Catherine, une nouvelle compréhension illuminant son regard. Cette interprétation frappa Emma comme une révélation. Bien sûr, Luna avait déjà perdu sa mère biologique. La séparation et l'abandon faisaient partie de son histoire traumatique. Et maintenant, confrontée à cette cage, à ses préparatifs de départ, ses peurs primordiales ressurgissaient. « Laissez-moi essayer quelque chose », dit Emma, soudain inspirée. Elle s'approcha de son 4x4 et ouvrit grand la porte arrière, là où se trouvait la grande cage de transport pour Luna. Puis, à la surprise de tous,
Elle appela Max et lui demanda d'entrer dans le véhicule, non pas à l'avant comme prévu, mais de s'installer juste à côté de la cage. Le berger allemand obéit sans hésitation, se couchant calmement dans l'espace désigné. Luna observait la scène avec une intensité palpable, ses yeux passant rapidement de Max à Emma comme si elle évaluait la situation. « Maintenant, appelons Luna », suggéra doucement Emma. « Laissons-la choisir. » Catherine acquiesça, comprenant l'approche d'Emma. Au lieu d'essayer de contrôler Luna, il lui offrait une option, un choix basé sur la confiance. « Luna, viens », appela Emma, tapotant légèrement le bord de la cage de transport maintenant ouverte à côté de Max. Le jeune lynx s'approcha prudemment, reniflant l'air, ses yeux jaune-vert ne quittant jamais Max. Puis, dans un mouvement fluide qui surprit même Catherine, elle bondit directement dans la cage, se positionnant de manière à pouvoir maintenir un contact visuel constant avec le chien. « Incroyable !» souffla le docteur Jensen qui observait la scène. Elle n'avait pas peur de la cage, elle avait peur de la séparation. Emma referma doucement la porte de la cage, le cœur gonflé d'un mélange complexe d'émotions, fierté pour la confiance que Luna lui accordait, appréhension pour les défis à venir, et une certaine mélancolie à l'idée que ce voyage marquait le début d'une nouvelle phase, peut-être la dernière qu'ils partageraient tous les trois. Alors que le convoi se mettait en route vers le site du programme, Emma jeta un dernier regard au chalet dans son rétroviseur. Ce lieu qui avait été le théâtre d'une histoire extraordinaire s'éloignait peu à peu, mais l'aventure, elle, était loin d'être terminée. Le trajet jusqu'au site du programme fut plus éprouvant qu'Emma ne l'avait anticipé. Les routes forestières, rendues glissantes par la neige fraîche, exigeaient toute sa concentration. Pourtant, son attention était constamment attirée vers l'arrière du véhicule, où Luna, dans sa cage, maintenait un contact visuel ininterrompu avec Max. Le berger allemand, comme conscient de l'importance de sa présence, restait calmement allongé à côté de la cage, parfois posant doucement sa patte contre les barreaux lorsque Luna semblait particulièrement agitée. « C'est fascinant », commenta Catherine, assise sur le siège passager. Il la rassure activement, comme s'il comprenait parfaitement ses inquiétudes. Après presque 4 heures de route, dont la dernière partie sur un chemin forestier à peine praticable, ils arrivèrent enfin au hub. La cabane, construite en bois et partiellement enterrée pour une meilleure isolation, se fondait harmonieusement dans le paysage. Autour d'elle, la clôture haute de 3 mètres délimitait un espace suffisamment vaste pour que Luna puisse explorer sans se sentir confinée. L'équipe d'accueil, composée du docteur Alvarez et de 3 assistants, les attendait déjà, ayant fait le trajet la veille pour préparer les lieux. À l'intérieur de la cabane, tout avait été aménagé pour offrir un confort fonctionnel aux humains et un environnement adapté aux animaux. « Nous avons créé un espace de couchage pour Max ici », expliqua Sophia en montrant un coin de la pièce principale équipé d'un épais tapis et de couvertures. « Et pour Luna, nous avons installé plusieurs plateformes et cachettes qu'elle pourra utiliser selon ses préférences. » La question cruciale restait celle de la libération de Luna. Comment allait-elle réagir à ce nouvel environnement, après avoir passé presque toute sa vie dans le cadre familier du chalet d'Emma? « Nous allons procéder par étapes », décida Catherine après discussion avec l'équipe. « D'abord, nous permettrons à Max d'explorer le périmètre clôturé. Luna restera dans sa cage à l'intérieur de la cabane, mais pourra l'observer à travers la fenêtre. Ensuite, si tout se passe bien, nous les laisserons explorer ensemble. » Ce plan prudent reflétait leur compréhension de la dynamique entre les 2 animaux. Max, avec son calme et sa confiance, servirait de guide à Luna, l'aidant à apprivoiser ce nouveau territoire. Comme prévu, Max fut le premier à découvrir l'espace extérieur. Accompagné d'Emma, il parcourut méthodiquement le périmètre, s'arrêtant pour renifler chaque odeur nouvelle, marquant occasionnellement certains endroits. Depuis la fenêtre de la cabane, Luna suivait ses mouvements avec une attention intense, ses oreilles pivotant pour capter chaque son. Elle analyse,
expliqua le docteur Jensen qui observait son comportement. Elle utilise Max comme un éclaireur, apprenant à travers lui les caractéristiques de ce nouvel environnement. Après 1 heure d'exploration, Max revint vers la cabane, apparemment satisfait de son inspection. Le moment était venu de permettre à Luna de découvrir à son tour ce territoire. Emma ouvrit la cage avec des gestes lents et délibérés. « Vas-y, Luna », murmura-t-elle doucement. « C'est ton nouveau terrain de jeu. » À la surprise de tous, Luna ne bondit pas immédiatement hors de la cage comme il l'avait anticipé. Au lieu de cela, elle émergea prudemment, tous ses sens en alerte. Ses premières actions ne furent pas dirigées vers l'extérieur, mais vers Max. Elle s'approcha du chien, frotta sa tête contre son flanc, puis renifla minutieusement sa fourrure, comme pour recueillir les informations qu'il avait rapportées de l'extérieur. « C'est un comportement d'apprentissage social », chuchota Catherine fascinée. Elle utilise les indices olfactifs que Max a collectés pour préfigurer ce qu'elle va trouver dehors. Après cette étrange consultation, Luna sembla enfin prête à affronter l'inconnu. Elle se dirigea vers la porte, Max à ses côtés, et ensemble, ils sortirent dans l'air vif de l'après-midi. Les premières explorations de Luna furent caractérisées par une prudence extrême, contrastant avec sa curiosité habituelle. Elle progressait par petites avancées, s'immobilisant fréquemment pour évaluer son environnement, ses oreilles pivotant constamment pour capter le moindre son. Max, comme conscient de son anxiété, restait proche sans jamais entraver ses mouvements. « Elle est désorientée », nota Sophia. « C'est normal, son monde vient de s'élargir considérablement. » En effet, pour Luna, qui n'avait connu que le jardin clôturé d'Emma et quelques excursions contrôlées en forêt, ce vaste espace représentait un changement radical. Les odeurs étaient différentes, les sons inconnus, même la qualité de l'air semblait nouvelle. À plusieurs reprises, elle retourna vers la cabane, comme pour s'assurer que ce point d'ancrage existait toujours, avant de repartir explorer un peu plus loin. À la tombée de la nuit, une nouvelle phase de l'expérience commença. Dans la nature, les lynx roux sont principalement crépusculaires et nocturnes. Comment Luna, qui avait largement adopté le rythme diurne de ses compagnons humains et canins, réagirait-elle à l'obscurité dans ce nouvel environnement? La réponse ne se fit pas attendre. Dès que les ombres s'allongèrent, un changement subtil s'opéra dans le comportement de Luna. Ses mouvements devinrent plus fluides, plus assurés. Elle commença à s'aventurer dans des zones qu'elle avait évitées durant la journée, grimpant avec agilité sur les rochers et les troncs d'arbres qui avaient été intentionnellement laissés dans l'enclos. « Regardez ça », murmura Emma, observant depuis la véranda de la cabane. C'est comme si un interrupteur s'était activé en elle. Les caméras infrarouges installées dans l'enclos capturaient cette transformation fascinante. Luna, illuminée par la technologie de vision nocturne, apparaissait sur les écrans comme un fantôme argenté se déplaçant avec une grâce presque surnaturelle. Max, quant à lui, resta près de la cabane, comme s'il comprenait que cette exploration nocturne était un domaine où Luna devait avancer seule. Il s'allongea sur la véranda, vigilant mais détendu, ses yeux suivant les mouvements de Luna dans l'obscurité. Vers minuit, un incident inattendu vint perturber cette première nuit. Un hurlement de loup retentit au loin, immédiatement suivi par d'autres, une meute communiquant dans la nuit. Luna se figea instantanément, tous ses sens en alerte. Max se redressa également, les oreilles dressées. « C'est la meute de la vallée nord », expliqua Sophia à voix basse. « Ils chassent probablement près de la rivière. Ils sont à plusieurs kilomètres d'ici. » Pour Luna, cependant, ces hurlements représentaient quelque chose de nouveau et potentiellement menaçant. À la surprise de tous, elle ne chercha pas refuge dans la cabane comme il l'aurait anticipé. Au lieu de cela, elle grimpa agilement au sommet d'un grand pin mort qui avait été laissé au centre de l'enclos, se positionnant sur la branche la plus haute, parfaitement immobile,
mais intensément vigilante. C'est exactement ce qu'un lynx ferait dans la nature, commenta le docteur Jensen avec approbation. Grimper pour observer et évaluer le danger, plutôt que de fuir aveuglément. Ce qui suivit fut encore plus remarquable. Max, voyant Luna perchée dans l'arbre, se dirigea calmement vers le pin et s'assit à sa base, comme montant la garde. De son perchoir, Luna baissa brièvement les yeux vers lui, puis reprit sa surveillance. Ils restèrent ainsi pendant près d'une heure, formant une étrange équipe de sentinelles, Luna en hauteur avec sa vision nocturne supérieure, Max au sol avec son odorat et son ouïe exceptionnel. « Ils se complètent », murmura Catherine, émue par cette démonstration de coopération instinctive, chacun utilisant ses forces naturelles pour la sécurité commune. Vers l'aube, épuisée par tant d'émotions et de découvertes, Luna descendit finalement de son arbre et, à la grande surprise d'Emma qui observait toujours depuis la cabane, ne rentra pas immédiatement à l'intérieur. Au lieu de cela, elle se blottit contre Max qui s'était allongé au pied de l'arbre et s'endormit profondément, son corps tacheté pressé contre le flanc du berger allemand. Elle se sent plus en sécurité avec lui qu'entre nos murs, observa Sophia avec un mélange de surprise et d'admiration. Emma acquiesça silencieusement, la gorge nouée par l'émotion. Cette image, Luna endormie contre Max sous les premières lueurs du jour, cristallisait toute la beauté et la complexité de leur relation. Elle sortit discrètement son téléphone et captura ce moment précieux, sachant instinctivement qu'il marquerait un tournant dans leur histoire commune. Ce n'est que lorsque le soleil fut complètement levé que les deux animaux rentrèrent finalement dans la cabane, Luna marchant d'un pas assuré aux côtés de Max. À la surprise générale, elle se dirigea directement vers sa gamelle d'eau fraîche, but longuement, puis, au lieu d'utiliser l'une des cachettes confortables préparées spécialement pour elle, alla s'installer sur le tapis de Max, s'enroulant en boule comme si c'était l'endroit le plus naturel au monde. Le berger allemand s'allongea à côté d'elle, posant doucement sa tête près de celle du lynx, dans un geste de tendresse protectrice qui émut tous les observateurs. « Je crois que nous avons notre réponse », dit doucement Catherine. « Quels que soient les changements dans leur environnement, leur lien reste la constante. » Les jours suivants établirent une nouvelle routine. Chaque matin, après un petit déjeuner partagé, viande crue pour Luna, croquettes pour Max, les deux animaux partaient explorer le périmètre clôturé, parfois accompagnés d'Emma ou de l'un des chercheurs, parfois seul. Luna semblait s'adapter remarquablement bien à son nouvel environnement, redécouvrant ses instincts naturels tout en maintenant son lien avec Max. Une semaine après leur arrivée, l'équipe estima que Luna était prête pour la prochaine étape, l'ouverture contrôlée d'un accès vers la forêt environnante. Une petite porte avait été aménagée dans la clôture nord, donnant sur un sentier naturel qui serpentait entre les arbres. « Nous allons l'ouvrir 2 heures chaque matin », expliqua Sophia lors de la réunion de préparation, avec surveillance constante via les caméras et les balises GPS. Si Luna choisit de sortir, nous pourrons suivre ses mouvements sans interférer directement. « Et Max ?» demanda Emma, exprimant la préoccupation qui la hantait depuis le début. « Pour l'instant, il restera dans l'enclos, » répondit Sophia avec douceur. « C'est crucial que Luna commence à explorer indépendamment. Mais il pourra l'observer depuis la limite de la clôture. » Le matin choisi pour cette première ouverture, une légère brume enveloppait la forêt, donnant au paysage une qualité presque mystique. Emma se tenait près de la porte, le cœur battant d'appréhension et d'excitation mêlés. Max était assis à ses côtés, remarquablement calme malgré la tension palpable dans l'air. Luna, quant à elle, semblait avoir intuitivement compris l'importance de ce moment. Elle se tenait à quelques mètres, parfaitement immobile, ses yeux jaune-vert fixés sur la porte encore fermée. « Elle sait », murmura Catherine qui les avait rejoints. « D'une manière ou d'une autre, elle comprend ce qui va se passer. » À 8 heures précises, suivant le protocole établi, Emma déverrouilla la porte et la fit pivoter lentement,
révélant le monde sauvage au-delà du périmètre sécurisé. Un souffle d'air frais, chargé d'odeurs nouvelles, mousse humide, écorce de pin, peut-être une trace lointaine de lièvre, s'engouffra dans l'ouverture. Luna ne bougea pas immédiatement. Elle resta figée, tous ses sens en alerte, évaluant cette nouvelle frontière. Puis, avec une lenteur délibérée, elle s'approcha de l'ouverture, s'arrêtant juste au seuil. Son corps entier vibrait d'une tension contenue, comme un arc bandé prêt à libérer sa flèche. Emma retint son souffle. Ce moment cristallisait toutes les questions, tous les doutes qui avaient jalonné cette aventure extraordinaire. Luna choisirait-elle la liberté inconditionnelle que lui offrait la forêt? Ou l'appel de la nature serait-il tempéré par les liens qu'elle avait tissés? Comme pour chercher une réponse, Luna se tourna vers Max. Le berger allemand n'avait pas bougé, mais son regard intense semblait communiquer quelque chose au jeune lynx, non pas une permission ou un encouragement, mais une sorte de compréhension partagée, une acceptation de ce qui devait être. Dans un mouvement si fluide qu'il semblait presque irréel, Luna franchit le seuil et disparut dans la brume matinale, sa silhouette tachetée se fondant instantanément dans le paysage forestier. « Elle est partie », chuchota Emma, une boule dans la gorge. « Elle explore », corrigea doucement Catherine. « C'est différent. » Max émit un petit gémissement, mais resta assis à sa place, fixant le point où Luna avait disparu avec une intensité presque douloureuse. Emma s'agenouilla à ses côtés, passant un bras réconfortant autour de son cou. « Je sais, mon grand, » murmura-t-elle. « C'est difficile de la laisser partir. » Sur les écrans de contrôle à l'intérieur de la cabane, l'équipe suivait la progression de Luna via sa balise GPS. Le petit point lumineux qui représentait le lynx s'éloignait progressivement du hub, se déplaçant avec assurance à travers la forêt. « Elle ne se précipite pas », nota Sophia, analysant les données. « Elle progresse méthodiquement, s'arrêtant fréquemment pour explorer et marquer son territoire. C'est exactement le comportement que nous espérions voir. » Les 2 heures allouées pour cette première sortie s'écoulèrent avec une lenteur exaspérante pour Emma, qui alternait entre l'observation des écrans et des visites régulières à Max. Le chien avait finalement abandonné sa position près de la porte et s'était allongé sur la véranda, son museau entre ses pattes, dans une attitude de patience résignée qui serrait le cœur d'Emma. À 10 heures exactement, conformément au protocole, Sophia activa le signal sonore discret émis par la balise de Luna, un rappel, pas une contrainte, conçu pour lui signaler qu'il était temps de rentrer si elle le souhaitait. « Maintenant, nous attendons », dit-elle simplement. « Rien ne garantit qu'elle reviendra immédiatement, ou même qu'elle reviendra aujourd'hui. Nous devons être prêts à accepter son choix, quel qu'il soit. » Ces mots, bien que prononcés avec douceur, résonnèrent comme une sentence pour Emma. Elle avait intellectuellement accepté la possibilité que Luna choisisse la vie sauvage, mais être confrontée à cette réalité était bien plus douloureux qu'elle ne l'avait imaginé. Sur l'écran, le point lumineux s'était immobilisé au moment du signal, à environ 1 kilomètre du hub. Pendant de longues minutes, il resta stationnaire, comme si Luna évaluait ses options. « Elle hésite », murmura Catherine, ses yeux rivés sur l'écran. Elle entend l'appel, mais elle n'a pas encore décidé. Le point se mit soudain en mouvement, non pas vers le hub, mais dans la direction opposée. Emma sentit son cœur se serrer douloureusement. Elle continue son exploration, expliqua Sophia, gardant délibérément un ton neutre. C'est parfaitement normal lors d'une première sortie. La curiosité l'emporte sur le conditionnement. Mais après quelques centaines de mètres dans cette nouvelle direction, le point s'immobilisa à nouveau, puis lentement commença à rebrousser chemin. D'abord hésitant, puis avec une détermination croissante, le signal de Luna se rapprochait du hub. « Elle revient », souffla Catherine, un sourire illuminant son visage.
Elle a fait son choix. Emma se précipita dehors pour annoncer la nouvelle à Max. À sa grande surprise, le berger allemand était déjà debout, le regard fixé vers la forêt, comme s'il avait senti le retour imminent de Luna bien avant que les instruments sophistiqués ne le détectent. 30 minutes plus tard, une silhouette tachetée émergea de la brume à la lisière de la forêt. Luna s'arrêta un instant à la frontière, comme pour marquer symboliquement sa position entre deux mondes, puis franchit délibérément la porte ouverte, rentrant dans l'enclos d'un pas assuré. Ce qui se passa ensuite émut profondément tous les témoins. Au lieu de se précipiter vers Max comme il l'aurait anticipé, Luna se dirigea d'abord vers Emma, frottant brièvement sa tête contre la jambe de la garde forestière, dans un geste d'affection rarement démontré envers les humains. Puis, aussi naturellement que si elle revenait d'une simple promenade quotidienne, elle rejoignit Max, se blottissant contre lui avec un petit miaulement de satisfaction. « Elle nous dit qu'elle est revenue par choix », interpréta Catherine, visiblement émue, « pas par obligation ou par conditionnement. » Cette première sortie marqua le début d'un nouveau chapitre dans leur histoire commune. Au fil des jours, la durée des explorations de Luna augmenta progressivement. D'abord 4 heures, puis 6, puis des journées entières. Chaque fois, elle revenait au hub, parfois portant les traces de ses aventures, une plume coincée dans sa fourrure, l'odeur d'un ruisseau sur ses pattes, une petite égratignure témoignant d'une chasse intensive. Et chaque fois, Max l'attendait, patient et constant, représentant cette ancre émotionnelle qui lui permettait de naviguer entre les mondes sauvages et domestiques sans jamais se perdre complètement dans l'un ou l'autre. Un matin, environ 3 semaines après la première ouverture de la porte, un événement inattendu bouleversa cette routine bien établie. Luna n'était pas rentrée de son exploration nocturne et son signal GPS restait immobile depuis plusieurs heures, à environ 2 kilomètres au nord du hub. « Ce n'est pas normal », s'inquiéta Emma en observant l'écran. « Elle se déplace toujours, même quand elle se repose. » « La balise fonctionne correctement », confirma l'un des techniciens après vérification. « Ce n'est pas un problème technique. » La conclusion s'imposait avec une clarté inquiétante. Quelque chose retenait Luna à cet endroit. Était-elle blessée, piégée, en danger? « Nous devons aller vérifier », décida Emma, déjà en train d'enfiler sa veste. « Le protocole recommande de ne pas interférer », rappela Sophia, bien que son propre visage trahisse son inquiétude. Luna est un animal sauvage en territoire naturel. « Elle est bien plus que cela », répliqua fermement Emma. « Et vous le savez. » Alors que l'équipe préparait une expédition de reconnaissance, un comportement étrange de Max attira leur attention. Le berger allemand, habituellement si calme, s'agitait près de la porte nord, grattant frénétiquement le sol, émettant des gémissements aigus totalement inhabituels chez lui. Il sent que quelque chose ne va pas, comprit Emma. Il veut aller la chercher. Une idée folle mais étrangement cohérente avec tout ce qu'ils avaient observé jusqu'à présent germa dans l'esprit de Catherine. « Et si nous le laissions faire ?» suggéra-t-elle, provoquant des regards incrédules. Max et Luna ont développé un système de communication que nous ne comprenons qu'imparfaitement. Ils pourraient la localiser plus efficacement que nous. Après une brève mais intense discussion, une décision sans précédent fut prise. Équiper Max d'un petit harnais avec caméra et GPS et le laisser suivre son instinct pour retrouver Luna. L'équipement mis en place, Max fut conduit à la porte nord. Emma s'agenouilla devant lui, prenant son visage entre ses mains. « Trouve Luna », murmura-t-elle, les yeux brillants d'émotion. « Trouve-la, mon grand. » Il n'y eut pas besoin d'autres instructions. Dès que la porte fut ouverte, Max s'élança dans la forêt avec une détermination qui impressionna même les plus sceptiques de l'équipe. Contrairement à sa prudence habituelle, il progressait rapidement, suivant un parcours presque rectiligne à travers le sous-bois. « Il ne suit pas une piste olfactive »,
observa Catherine en regardant les images transmises par la caméra fixée au harnais. Un chien qui piste zigzag en suivant les molécules d'odeur. Max se dirige directement vers les coordonnées GPS de Luna, comme s'il connaissait exactement sa destination. Sur les écrans de la cabane, l'équipe suivait cette progression extraordinaire. Le point représentant Max se rapprochait inexorablement de celui de Luna, toujours immobile. La caméra embarquée montrait la forêt hivernale à travers les yeux du berger allemand, un monde de troncs sombres et de taches de neige, traversé à un rythme soutenu qui trahissait l'urgence ressentie par l'animal. « Il sait qu'elle a besoin de lui », murmura Emma, exprimant tout haut ce que chacun pensait tout bas. Après 20 minutes de course, Max ralentit soudainement. La caméra montrait maintenant une zone plus dense, où d'énormes rochers affleuraient entre les arbres. Il progressait avec précaution, reniflant l'air, émettant de légers gémissements qui traduisaient son anxiété croissante. Puis, brusquement, l'image se stabilisa. Max s'était immobilisé face à l'entrée d'une petite cavité naturelle formée par 2 rochers inclinés l'un contre l'autre. Un faible miaulement se fit entendre. Luna était là, tout près, mais visiblement en détresse. « Elle est coincée », comprit Catherine en analysant les images. Regardez comment l'espace se rétrécit à l'intérieur de la cavité. En effet, la caméra montrait maintenant que Max avait partiellement pénétré dans l'ouverture. Luna était visible au fond, allongée sur le côté, ses yeux reflétant la lumière naturelle dans un éclat de soulagement en reconnaissant son ami canin. Elle semblait physiquement intacte, mais incapable de se dégager de l'espace étroit où elle s'était aventurée. Elle a probablement poursuivi une proie, théorisa le docteur Jensen. Les lynx peuvent parfois se retrouver piégés ainsi, en suivant un animal dans un espace trop exigu pour permettre un demi-tour. Sur l'écran, ils observaient maintenant une scène émouvante. Max avait atteint Luna et lui léchait doucement le museau dans un geste de réconfort. Le jeune lynx émettait de petits miaulements plaintifs, comme pour expliquer sa situation embarrassante. « Nous devons envoyer une équipe de secours », décida Sophia. « Avec les coordonnées exactes, nous pouvons les rejoindre en moins d'1 heure. » Mais avant qu'il ne puisse mettre ce plan à exécution, quelque chose d'inattendu se produisit sur les écrans. Max avait reculé hors de la cavité et se tenait maintenant à quelques mètres de l'entrée, aboyant doucement, comme s'il encourageait Luna à faire un effort. « Que fait-il » s'interrogea Emma, perplexe. La réponse vint quelques minutes plus tard. Luna, visiblement galvanisée par la présence de Max, avait changé de position. Au lieu d'essayer de faire demi-tour dans l'espace restreint, elle progressait maintenant à reculons, poussant avec ses pattes avant contre les parois de pierre pour se propulser lentement vers la sortie. « Incroyable !» souffla Catherine. « Il lui a montré comment sortir. » Centimètre par centimètre, dans un effort visiblement épuisant, Luna parvint à s'extraire de son piège rocheux. Lorsqu'elle émergea finalement à l'air libre, elle s'effondra momentanément d'épuisement. Max s'approcha immédiatement, la reniflant de la tête aux pattes comme pour évaluer son état. Luna se remit péniblement sur ses pattes, secouant sa fourrure pour en chasser la poussière et les débris. Elle semblait légèrement désorientée mais indemne. Ce qui suivit toucha profondément tous ceux qui observaient la scène à distance. Au lieu de prendre immédiatement le chemin du retour, Max s'allongea à côté de Luna, lui offrant manifestement un moment de répit. Le jeune lynx se blottit contre lui, fermant les yeux dans ce qui semblait être un profond soulagement. Ils restèrent ainsi pendant près de 20 minutes, partageant un moment de calme après la tempête d'émotions, loin des regards humains mais connectés à eux par la fine technologie qui avait permis ce sauvetage extraordinaire. « Il prend soin d'elle », murmura Emma, la voix brisée par l'émotion, comme il l'a toujours fait. Lorsqu'ils se remirent finalement en mouvement, ce fut ensemble, côte à côte, Max adaptant son rythme à celui de Luna encore affaibli par son épreuve.
Le trajet de retour, plus lent que l'aller, prit près d'1 heure, mais l'équipe au complet les attendait à la porte nord, anxieuse de constater par elle-même l'état de Luna. Quand les 2 animaux émergèrent enfin de la forêt, un soupir collectif de soulagement parcourut le groupe. Luna boitait légèrement mais ne présentait aucune blessure visible. Max, toujours équipé de son harnais caméra, marchait fièrement à ses côtés, comme conscient d'avoir accompli quelque chose d'important. Le vétérinaire examina Luna dès leur retour à la cabane. Quelques égratignures, une légère déshydratation, mais rien de grave, conclut-il après un examen approfondi. Elle a eu beaucoup de chance. Ce n'était pas de la chance, corrigea doucement Catherine. C'était Max. Cet incident marqua un tournant décisif dans le programme. Il démontrait de façon éclatante que le lien entre Max et Luna n'était pas simplement une curiosité comportementale ou une anomalie due aux circonstances de son sauvetage initial. C'était une véritable symbiose interspécifique, une relation complexe et profonde qui transcendait les catégories habituelles. Dans les semaines qui suivirent, l'équipe ajusta son approche. Au lieu de considérer la présence de Max comme un facteur temporaire dans la réhabilitation de Luna, ils commencèrent à explorer comment cette relation pourrait devenir un élément permanent de son adaptation au monde sauvage. Une solution innovante émergea progressivement. Max fut entraîné à accompagner Luna lors de certaines de ses explorations, toujours équipé de son harnais GPS et caméra, mais avec une longe extensible qui limitait son rayon d'action aux zones jugées sûres pour un chien domestique. Cette approche offrait à Luna la sécurité émotionnelle de la présence de Max, tout en lui permettant de s'aventurer plus loin dans le territoire sauvage. « Nous créons un nouveau modèle », expliqua Sofia lors d'une conférence virtuelle avec des collègues du monde entier, intrigués par cette expérience sans précédent. Un hybride entre la réhabilitation traditionnelle et une approche qui respecte les liens affectifs déjà formés. Le documentaire de la BBC, enrichi par les images spectaculaires du sauvetage de Luna par Max, connut un succès planétaire, sensibilisant le public aux complexités de la conservation et de la réhabilitation des animaux sauvages. Il remporta plusieurs prix prestigieux et inspira des programmes similaires dans d'autres régions du monde. 1 an après leur arrivée au hub, une nouvelle routine s'était établie. Luna, maintenant pleinement adulte, passait la majeure partie de son temps dans la forêt, chassant, explorant, vivant la vie d'un lynx roux sauvage. Mais régulièrement, tous les 2 ou 3 jours, elle revenait au hub, où Max l'attendait toujours. Ces retrouvailles étaient devenues un rituel que l'équipe observait avec un mélange d'émerveillement et de respect. Luna arrivait généralement au crépuscule, s'annonçant par un miaulement distinctif que Max reconnaissait instantanément. Ils passaient alors quelques heures ensemble, parfois simplement allongés côte à côte sur la véranda, parfois jouant dans l'enclos comme au premier jour, avant que Luna ne reparte vers son territoire sauvage. C'est comme si elle vivait dans 2 dimensions parallèles, observa Catherine, qui continuait de documenter cette relation extraordinaire pour une publication scientifique majeure. Elle est pleinement lynx dans la forêt, et pourtant elle maintient cette connexion avec notre monde à travers Max. Pour Emma, qui partageait son temps entre ses fonctions au parc national et le programme de Luna, cette évolution représentait une forme de succès qu'elle n'aurait jamais osé imaginer au début de cette aventure. Nous pensions devoir choisir entre 2 extrêmes, confia-t-elle à Elisa lors de l'entretien final pour le documentaire. Soit Luna devenait entièrement sauvage et nous perdions ce lien spécial, soit elle restait trop attachée à nous et ne pourrait jamais vivre librement. Mais elle nous a montré qu'il existait une 3e voie, une voie où les frontières entre nos mondes sont plus perméables que nous ne le pensions. Un soir d'automne, alors que les premières neiges saupoudraient à nouveau les sommets environnants, Emma observait Max endormi sur la véranda de la cabane. Luna n'était pas revenue depuis 3 jours, ce qui n'était pas inhabituel, mais le berger allemand maintenait sa veille patiente, comme il l'avait toujours fait. Soudain, un mouvement à la lisière de la forêt attira son attention.
Luna émergeait des ombres, mais elle n'était pas seule. À ses côtés trottait une forme plus petite, un jeune lynx d'environ 4 mois, visiblement sa progéniture. Emma retint son souffle, figée par la signification profonde de ce moment. Luna, devenue mère, avait choisi de présenter son petit à Max, de partager avec lui cette nouvelle phase de sa vie, de tisser un nouveau fil dans la tapisserie complexe de leur relation. Max s'était réveillé, instantanément alerte. Il se leva lentement, conscient de l'importance du moment, et attendit calmement que Luna s'approche à son rythme. Le petit lynx, mélange de curiosité et d'appréhension, se cachait partiellement derrière sa mère, observant ce grand animal inconnu avec des yeux où brillait déjà l'intelligence vive caractéristique de son espèce. Luna s'avança jusqu'à Max et, dans un geste d'une tendresse infinie, frotta sa tête contre celle du chien, établissant un contact qui transcendait toutes les barrières naturelles. Puis, avec une confiance absolue, elle poussa doucement son petit vers l'avant comme pour dire « Voici ma famille sauvage, et tu en fais partie ». Dans ce tableau improbable, un berger allemand, un lynx roux adulte et son petit réunis sous le ciel étoilé des Rocheuses, Emma vit la promesse d'un monde où les frontières entre sauvage et domestique, entre nature et humanité, pouvaient être non pas des murs, mais des ponts. L'histoire de Max et Luna ne faisait que commencer un nouveau chapitre, avec la promesse de découvertes encore plus extraordinaires à venir. Et quelque part dans ce mystère persistant de leur connexion improbable résidait peut-être une leçon plus profonde pour l'humanité elle-même, un rappel que dans le grand tissu de la vie, nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, interconnectés.